Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. En France, les revers s'enchaînent pour l'extrême droite, entraînant le pays dans une crise majeure. Inflation, services publics sous pression et colère sociale. Certains cherchent à grimper les échelons à tout prix, quitte à détourner le regard de l'essentiel. Au Mali, les espoirs d'un retour à l'ordre démocratique semblent s'éloigner. Les blocages s'accumulent, pas de calendrier clair et un isolement sur la scène internationale. Le pouvoir en place est de plus en plus contesté par un peuple éprouvé. Au Maroc, le Marzane s'adonne à une stratégie qui sert des intérêts étrangers, quitte à freiner les ambitions africaines d'unité et de coopération. On parle de relais du néocolonialisme moderne. Lancement du mois du patrimoine en Algérie. Cette année, l'intelligence artificielle est mise en service de la sauvegarde du patrimoine national. Illustration ce soir à Mila, à travers une opération de l'association des Amis du Vieux Mila. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Biga, s'est enquis jeudi de la qualité de prise en charge sanitaire et psychologique des Palestiniens blessés lors de l'agression sioniste séjournant au centre de repos de Hammam El Bidan à Borj Bouarerij durant leur convalescence. Dans une déclaration à la presse en marge de l'inspection des travaux de réhabilitation et d'équipement du centre de repos des Moudjahidines, situé dans la commune de Mansoura, l'Aïd Biga a indiqué que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi sanitaire, psychologique et social des blessés palestiniens évacués de Gaza à la suite de l'agression sioniste, et ce conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À Gaza, les bombardements sionistes se poursuivent. Des familles entières sont décimées, des quartiers entiers effacés de la carte. Ce qui s'y passe n'est plus une guerre, c'est une extermination lente sous les yeux du monde. Une population à bout de souffle, privée de soins, d'eau et de nourriture, et des Palestiniens qui perdent la vie par dizaines chaque jour. Le point avec notre correspondant Wissem Abouzaïd, commentaire Raouf Hamouche. Ce sont des images insoutenables, témoins d'une réalité crue et douloureuse. Des corps calcinés d'enfants, de femmes et même de vieux dans la bande de Gaza. Personne n'a été épargné par les frappes sionistes. Sur le quartier d'El Mawassi, à l'ouest de Khan Younes, une autre frappe a fait des dizaines de morts et plusieurs blessés. Désormais, aucun lieu n'est sûr. Dans cet abri, une famille entière a été décimée par les flammes. Le feu ne leur a laissé aucune chance de survivre. Nous étions en train de dormir lorsque des missiles se sont abattus sur notre quartier. Plusieurs personnes ont été calcinées. Une personne handicapée a été littéralement brûlée vive sur sa moto. Une fois encore, les Palestiniens font leurs adieux à un nouveau convoi de martyrs dans une atmosphère de profonde tristesse et de douleur. Ce sont tous des enfants et des familles de déplacés qui cherchaient un abri ici. Ils ont été tous brûlés vifs. Gaza pleure ses morts et compte ses survivants. Il ne reste plus que le silence lourd et étouffant des rescapés qui enterrent les leurs désormais sans larmes, car la douleur est devenue leur quotidien. Dans un climat politique de plus en plus tendu en France, les revers s'enchaînent pour l'extrême droite. Les tensions montent, les discours chocs se répètent, pendant que les vrais problèmes s'accumulent, inflation et colère sociale entre autres. Pourtant, les projecteurs restent braqués ailleurs. Certains cherchent à grimper les échelons à tout prix, quitte à détourner le regard de l'essentiel, ce que vivent les Français au quotidien. Del Boutaba et Amira Safta. Sur son chemin vers le pouvoir, Retailleau et tous ceux qui confortent sa position ambiguë tentent de gravir les échelons, entraînant la France dans une crise majeure. La gestion du ministre de l'Intérieur français soulève des questions sur la place accordée à l'intérêt collectif. Et puis ce matin, dans le Figaro, il y a une tribune d'un ancien ambassadeur de France en Algérie, qui connaît donc bien le sujet, qui dit que... Ça, c'est vous qui le dites. Un ancien ambassadeur de France en Algérie, a priori, il sait à peu près de quoi il parle. C'est vous qui le dites. Ah bon, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle? C'est vous qui le dites, je vous laisse mettre de vos propos. D'accord. Je vous répondrai, allez-y. Ses propos à lui, il dit: on pensait avoir touché le fond, on pensait la crise terminée, quelle erreur!
Quelle naïveté de notre part. Sur quoi le rideau devrait-il se lever selon le ministre français? Donc vous, il vous cible directement. Vous répondez quoi? Je ne commande pas les propos de ceux qui constamment jettent de l'huile sur le feu. Le principe numéro 1 de la diplomatie, c'est qu'il faut toujours laisser sa chance au dialogue. Ceux qui vous disent le contraire sont des irresponsables. J'ai bien entendu le ministre de l'Intérieur qui a indiqué que toutes les polémiques qu'il avait lancées avaient été utiles. Oui, utiles, mais pas nécessairement à la France, certainement pas, et certainement pas au ministre de l'Intérieur. Peut-être au candidat à la présidence des LR, mais je ne crois pas que la vocation d'un ministre soit de lancer des polémiques. Et je crois qu'un ministre a vocation, dans son portefeuille, à apporter des réponses. Écoutez, on peut se demander si c'est pas Bruno Retailleau qui essaye de reprendre le dossier en main, alors qu'il avait été heureusement cornérisé par le président de la République. Voilà. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on arrêtait 3 membres de l'ambassade d'Algérie, il y aurait des représailles. Vous comprenez la réaction algérienne? C'est pas que je la comprends, c'est qu'elle est automatique. Je ne rentre pas dans le fait de la comprendre ou pas. C'est qu'on sait qu'Alger ne se laisse pas faire. Voilà. Et que dans ce genre de confrontation, il hausse le ton à chaque fois qu'on hausse le ton. Donc si on veut repartir dans la confrontation que le président de la République avait heureusement arrêté, déclenchée par Bruno Retailleau pour je ne sais quel projet présidentiel, parce qu'il a dû penser que ça faisait bien d'attaquer l'Algérie, on continue comme ça. Donc moi, ce que j'appelle, c'est que les deux présidents se reparlent tout de suite. Voilà. Et qu'on ne laisse pas faire Bruno Retailleau. Un discours obsessionnel sur l'Algérie a fini par occuper tous les espaces, dans le but de créer une diversion et de faire oublier les vrais problèmes économiques et politiques, que la France elle-même ne peut plus nier. Le tambour d'une crise financière retentit, mais il résonne dans le vide. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère, puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, vous ne vous agitez pas pour les Français, mais pour vos propres intérêts. Et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Faire de l'Algérie une question, un sujet d'obsession politique, comme est en train de le faire monsieur Retailleau. Mais tout le monde le dit, si vous voulez. Il y a une obsession aujourd'hui sur le cas algérien, notamment de la part de monsieur Retailleau, qui est extrêmement dangereux. Cette dérive s'inscrit dans un contexte plus large où les assoiffés du pouvoir déclenchent une guerre des tranchées politiques. Une lutte féroce qui a commencé bien avant l'heure, où l'on brise sans scrupule les relations internes et externes. Au Mali, la transition promise semble tourner en rond. Les blocages s'accumulent, il n'y a pas de calendrier clair. Peu d'ouverture et un isolement sur la scène internationale. Le pouvoir en place est de plus en plus contesté par un peuple éprouvé par les multiples crises que connaît le pays. Raouf Hamouche. Au Mali, la junte militaire au pouvoir par la force attise les divisions. Les espoirs de la population qui aspire à un retour à l'ordre démocratique semblent s'éloigner jour après jour. La charte de la transition dit que si le président veut se présenter aux élections, il doit démissionner de l'armée et de la présidence. Normalement, le président Assimi Goïta devait démissionner le 15 janvier passé. Malheureusement, le président Assimi Goïta a changé son avis. Il dit qu'il ne va pas démissionner. Pourtant, la loi, la charte de la transition lui dit de démissionner. 3 ans après le putsch mené par Goïta, chef de la transition au Mali en manque de légitimité, est prêt à tous les dépassements pour se maintenir au pouvoir, qu'il a usurpé et répond à des agendas étrangers. Goïta pousse le pays vers un avenir incertain et risque de déstabiliser tout le voisinage. Ça chauffe entre les politiciens et le président Assimi Goïta. Les politiciens ont décidé de sortir de leur silence. Plus de 180 partis politiques se sont donné la main et ont juré de ne plus reculer. On ne va jamais nous manipuler encore. Ce que je vais dire, il n'y a personne au Mali qui va me contredire. C'est que l'Algérie reste un acteur important pour toutes les questions du nord de notre pays. Je vous donne juste un exemple pratique. L'Algérie a fermé ses frontières depuis quelques jours et le prix du litre de carburant à Gao, c'est 5 000 francs CFA. Il a fallu cette situation-là pour que nous, les Ivoiriens, on soit informés que c'est l'Algérie qui vous donne le carburant. Pourtant, vous avez crié ici sur tous les toits que les Algériens voulaient votre carburant.
Vous avez crié sur tous les toits, ici, que les Algériens voulaient votre carburant. Résultat, une population à bout de souffle, prise en étau entre dérive autoritaire et précarité croissante. L'Algérie est le seul pays au monde qui donne aux étudiants la bourse, le logement est assuré, la restauration est assurée. L'Algérie est le pays où un enfant de pauvre peut venir étudier sans se soucier de quoi que ce soit. Moi, j'ai vécu en Algérie à Magnia. Magnia, c'est à quelques kilomètres juste de la frontière d'Oujda, Maroc-Algérie. Et là-bas, j'étais avec mon boss. Il travaillait dans l'immobilier. Il était ingénieur en bâtiment. Moi, j'étais manœuvre sur son chantier. Et c'est quelqu'un, franchement, qui a fait beaucoup pour moi. Au Mali, la situation est d'une extrême fragilité avec l'unité nationale et l'intégrité territoriale qui sont menacées. La junte militaire au pouvoir est dans l'incapacité de réduire le risque posé par les groupes terroristes et les réseaux criminels. Les partenaires s'éloignent, les aides diminuent et les sanctions se répercutent lourdement sur une économie déjà fragile. Au Maroc, le Marzen ne cache plus sa complicité avec certaines puissances étrangères. Le régime tisse ses réseaux, s'appuie sur des relais extérieurs bien placés. Ça donne un jeu d'influence qui dépasse largement ses frontières. Une stratégie qui sert tout d'abord des intérêts étrangers, quitte à freiner les ambitions africaines d'unité et de coopération. On parle même aujourd'hui de relais du néocolonialisme moderne. Yasmine Massaoudi. Dans une quête de pouvoir et d'influence, le Marzen s'est allié avec des puissances extérieures, devenant un pion dans un jeu géopolitique qui le dépasse. Rabat mise sur des alliances avec des acteurs étrangers au détriment des équilibres régionaux. Son engagement dans des initiatives internationales controversées et ses choix diplomatiques opportunistes traduisent une stratégie dictée de l'extérieur où les intérêts collectifs sont relégués au second plan. Le Maroc, qui est un pays ami historiquement depuis longtemps, où nous avons beaucoup d'intérêts, et qui constitue nos yeux et nos oreilles dans cette région. Le Maroc, vous connaissez, c'est un État traître. Le Maroc est un État traître. Aujourd'hui, le Maroc est en train de trahir l'Afrique. Le Maroc est en train de vous mener en bateau. Le Maroc agit au nom d'un projet géopolitique qui s'appelle le Grand Maroc. Le Grand Maroc. C'est un projet géopolitique qui a une autre concrétude. Au nom de ce projet politique, les Marocains vous disent que leur pays, historiquement, c'est toute la Mauritanie. Et que ce pays-là touche également cette bande qu'on appelle le Front Polisario, le Sahara occidental. Ils disent que c'est leur pays. Et le Maroc, dans cette conquête, le Maroc n'est pas un royaume comme les autres. Hein. La famille qui est là, c'est Paris qui a choisi. Il y avait deux familles qui bagarraient. Hein, président? C'est Paris qui a choisi. Certaines pratiques discrètes en disent long sur la méthode du Marzen. Des tentatives d'influencer des positions publiques sur des sujets sensibles par des échanges de silence contre des avantages ont été rapportés par des sources bien informées. Ce mode opératoire, qui vise à étouffer les voix critiques, révèle un fonctionnement fondé sur la dissimulation et la manipulation. Et je sais par expérience que les Marocains ont tendance à acheter les gens, c'est tout, ils payent pour. Je vais le dire clairement, quand je vous dis que le Maroc a et essaye d'amadouer les gens, un jour, moi je me suis retrouvé face à un de vos collègues se disant journaliste marocain et m'approchant à différentes reprises, jusqu'au jour où il m'a dit « Pierre, je suis là pour t'apporter un message de notre gouvernement. Nous te demandons pas de changer d'avis sur la question du Sahara. Nous te connaissons, nous savons que tu es un homme intègre. Tu ne vas pas changer d'avis. Donc nous te demandons simplement de te taire. Et nous te proposons simplement, tu nous dis ce que paye l'Algérie pour faire ton travail et nous payerons le double. » Je lui ai dit 0 plus 0, ça fait 0 et la porte est là. Et je l'ai mis dehors et je ne l'ai plus jamais revu. Donc c'était un envoyé du gouvernement marocain. Le Maroc fait ça depuis des années. Au-delà des frontières, le Marzen poursuit une stratégie d'implantation marquée par la défense d'intérêts qui ne sont pas les siens. Sous couvert de coopération, ce sont des mécanismes d'influence qui se mettent en place, introduisant des fractures là où les États africains œuvrent pour des solutions communes. Un autre élément que vous ne devez pas ignorer, c'est que une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc.
et l'élite sioniste qui est engagée dans les projets de conquête coloniale au niveau de l'Afrique. C'est au nom de ça que le président vous parlait des liens entre le Maroc et beaucoup de projets coloniaux au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et même du Cameroun. Vous avez l'exemple le plus patent, le fameux Attijari Wafa Bank. Le groupe Attijari Wafa, c'est une construction de l'élite sioniste au niveau du Maroc, qui est liée au Rothschild, parce que les capitaux d'Attijari Wafa sont domiciliés, sont davantage français. Le sionisme marocain au service du grand sionisme occidental qui se perpétue dans le royaume du Maroc. Donc, les Marocains sont une sorte d'armée pour le grand sionisme mondial. En agissant ainsi, Rabat se positionne comme un facteur de déséquilibre, propageant des logiques importées qui entravent les initiatives autonomes et desservent les dynamiques africaines. Direction le Grand Sud algérien, quelques kilomètres de Biskra. Ain Naga, dans la daïra de Sidi Ourba, s'impose comme un véritable poumon agricole. Maraîchage, céréales, produits de saison. Cette région assure à elle seule plus d'un tiers des besoins du pays. Et ce n'est pas tout. Une partie de sa production traverse la Méditerranée pour garnir les étals européens. Un reportage de Naïm Al-Walish. Abondante. Des piments, des fèves, des tomates, beaucoup de tomates, c'est l'opulence dans cette méga exploitation de Ain Naga près de Biskra. Étalée sur 34 hectares, cette exploitation maraîchère qui compte 11 serres produit jusqu'à 2000 quintaux de tomates par hectare. Hayat Bizitan, 2 variétés de tomates cultivées ici ont d'ores et déjà mûri, elles n'attendent plus qu'à être cueillies. Cette serre canarienne, alors, un volume, il faut exploiter le volume. Donc, pour exploiter le volume, il vous faut les plants greffés, spéciaux greffés. Donc, pour avoir 34 bouquets de chaque tige et avoir le rendement voulu. L'objectif du développement agricole et rural, c'est d'assurer un revenu permanent. La commune de Ain Naga est connue pour ses cultures protégées comme la culture maraîchère et céréalière. La surface globale agricole de la région est de 51 000 hectares, dont 45 000 irrigués. L'État soutient systématiquement les agriculteurs en leur fournissant des engrais, des semences et en leur apportant aussi des aides au forage, en plus des raccordements électrique dont bénéficie la bourgade à 95%. Dans cette autre exploitation en plein air, de la laitue à perte de vue, c'est que pour un seul hectare, 90 quintaux de cette variété sont récoltés sur cette terre qui sera retournée aussitôt que la récolte est bouclée pour laisser place, et selon l'alternance des cultures, à un autre type de plantation. Cette année, il y a une production énorme parce que l'État a fait un programme de soutien. Les fellahs veulent avoir une subvention et surtout concernant le forage, l'équipement et les bassins d'accumulation et le système d'irrigation goutte à goutte pour préserver cette précieuse matière, c'est l'eau. À elle seule, Ain Naga dans la daïra de Sidi Ourba couvre près de 36% des besoins nationaux et exporte même dans certains pays européens, notamment la France. C'est dire que cette culture est cruciale pour la région de Biskra, au dynamisme à toute épreuve. Les champs rougissent sous le soleil du printemps, c'est la pleine saison des fraises et les producteurs enchaînent les récoltes à un rythme assez soutenu. Un savoir-faire local, un accompagnement technique constant et à la clé de nouvelles variétés de fraises. Tout est mis en tout cas en place pour répondre à une demande en hausse et ça marche plutôt bien, on a de la qualité et de la quantité. La filière est en pleine ascension et gagne du terrain sur le marché national. Amira Sefta. La wilaya de Djidjel enregistre cette année une production abondante de fraises, fruit des conditions climatiques favorables, mais également des efforts soutenus des agriculteurs qui ont su maîtriser les techniques de culture et s'investir pleinement dans la valorisation de leurs terres. La production est disponible et les prix restent à la portée de tous. Après le ramadan,
Les prix ont baissé jusqu'à 30, 40, voire 60 dinars le kilo sur le marché de gros. Nous arrivons à couvrir le marché local et même toutes les wilayas de l'Est. Nous avons une très bonne production et nous expédions vers d'autres wilayas. Nous avons plusieurs variétés de fraises. Il y a la Sabrina, la Savannah, la Mélissa et la Parthénope. Nous tenons à ce que notre production soit accessible à tous. Même les plus modestes peuvent en profiter. Le mérite revient avant tout aux agriculteurs, mais aussi à l'État qui a mis en place des mécanismes de soutien et d'importantes mesures incitatives. Aujourd'hui, les agriculteurs maîtrisent parfaitement la culture de la fraise et la plupart des producteurs utilisent des plants de fraisiers produits localement. C'est ce qui permet à la wilaya de Jijel de produire plus de 200 000 quintaux de fraises par an, se positionnant ainsi comme la première au niveau national en termes de production. Grâce à l'extension des superficies dédiées à cette culture, dépassant désormais les 900 hectares, Jijel reste l'un des leaders incontestés de la culture de la fraise. Le CS Constantine, représentant de l'Algérie en Coupe de la Confédération africaine de football, était à pied d'œuvre à Berkane, où il rencontrera dimanche prochain le club local, la Renaissance de Berkane, pour le compte de la phase aller des demi-finales de la Coupe de la CAF. Le CS Constantine avait validé son billet pour les demi-finales en éliminant au tir au but l'USM Alger, 4-3, après une égalité parfaite lors de la double confrontation. Et il n'en fallait pas plus pour faire briller les yeux des petits comme des grands. À Sétif, la magie a opéré pendant plusieurs jours avec un événement inédit en Algérie, les Journées internationales de la magie. Illusionnistes et artistes venus des 4 coins du monde ont partagé la scène devant un public conquis, un public ravi de découvrir un concentré de magie digne des meilleurs shows mondiaux. Couverture Smaïl Belkhaïdia. La magie semble se plaire à Sétif et pour cause. Ils étaient une dizaine de magiciens à donner des spectacles 3 jours durant dans une ambiance bien magique. Aujourd'hui, la ville de Sétif a accueilli de grands artistes internationaux spécialisés qui ont remporté des distinctions prestigieuses dans ce domaine. C'est un événement très important qui a connu une grande affluence, en particulier des familles et des enfants qui ont assisté au spectacle pendant 3 jours. Je pense que ces représentations ont été très appréciées, notamment par les jeunes spectateurs. Cette manifestation a été spécialement dédiée aux élèves du cycle moyen, notamment les élèves brillants, dans le but de les motiver et les encourager à poursuivre leurs études. Elle a également été organisée pour les enfants atteints de cancer et les orphelins. L'événement inclut également un atelier de formation destiné aux amateurs de l'art de l'illusion, encadré par ces artistes de renommée internationale. Les professionnels de la magie découvraient pour la première fois de leur carrière les scènes algériennes. Je remercie énormément toute l'administration algérienne, le ministre, le gouverneur. Je remercie énormément le peuple algérien qui nous a accueillis. C'était vraiment énorme tout ce qu'on a vécu. Vous saviez, c'est une occasion en or si on vit aujourd'hui avec un festival international et on ramène des champions du monde, champions d'Amérique. Je suis venu aujourd'hui et pour 3 jours pour le festival international de la magie à Sétif en Algérie. C'est pour la première fois, ma première fois pour cette 3e édition où ça se passe super bien. On est bien accueillis par les autorités algériennes, que ce soit dans le transport, au niveau de l'hôtel. L'accueil est incroyable, on a tout ce qu'il faut, une superbe salle. C'est important, je pense qu'il faut que la magie, il y en ait partout, dans tous les pays. Et surtout les enfants, ils adorent ça, les parents aussi. Le monde n'est pas toujours très beau, alors quand on peut apporter un peu de bonheur, autant que ça se fasse partout au possible. Ça, c'est génial. Ouais. On est rempli d'amour là. Super public. Et voilà, je suis super content de jouer ici. C'est la première fois que je viens en Algérie. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je viens en Afrique. Alors, le public est incroyable. En plus, c'est vraiment très, très divers puisqu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes. Enfin, il y a vraiment plein de gens différents. Et ils ont bien applaudi, ils avaient le sourire. Donc voilà, c'est plutôt agréable de jouer dans ces conditions. Les enfants étaient sous le charme des tours de passe-passe.
Je suis vraiment très heureuse de rencontrer des artistes nationaux et internationaux. C'était un honneur pour moi. J'ai beaucoup admiré cette manifestation et j'espère qu'il y aura une 4e édition. On ne peut pas vraiment préférer un artiste à un autre. Chacun avait un contenu de qualité. Je suis très heureuse car j'ai pu rencontrer de nombreux artistes. Aujourd'hui, je suis très content du spectacle. J'aimerais rendre hommage aux artistes qui ont participé avec nous à cet événement. J'ai été très heureuse, j'ai adoré tous les spectacles. J'ai tout aimé. Sétif se prépare déjà pour une 4e édition du Magic Show. Et on vous amène à présent à Genève, dans les couloirs du Palais des Nations. Les épouses de nos diplomates y ont mis à l'honneur un pan précieux de notre patrimoine, la bijouterie traditionnelle. Une exposition qui a été saluée par la communauté diplomatique et les membres de la Guilde des femmes des Nations Unies. Un moment de partage autour du savoir-faire algérien. La correspondance est signée à Afel Belouchette. Au Palais des Nations à Genève, les bijoux algériens ont le temps d'une matinée illuminé les salons unisiens. Organisé par les épouses de l'ambassadeur du consul général à Genève, l'événement a réuni une centaine de convives, parmi eux des diplomates et des membres de la Guilde des femmes des Nations Unies, engagés dans le dialogue interculturel. Au cœur de cette rencontre, la transmission d'un savoir-faire millénaire, du kabyle au chaoui, du touareg au citadin, chaque bijou racontait à sa manière un fragment de notre histoire nationale. À travers de nos yeux, c'est une richesse tout à fait unique et on est impressionné par la multitude et variété des bijoux. En tant que guide touristique en Égypte, passionné par l'histoire de la joaillerie égyptienne, j'ai beaucoup d'informations sur le magnifique et riche patrimoine de l'Algérie. L'événement est une bonne opportunité pour découvrir la richesse culturelle de ce pays. Mais au-delà des parures et des pierres finement ciselées, c'est toute une culture qui s'est offerte à la découverte, de la richesse de la gastronomie au récit littéraire, en passant par l'accueil chaleureux des organisatrices. C'est un véritable voyage en Algérie qui s'est vécu et à travers les sens. J'ai aimé les bijoux, la cuisine, les Algériens et surtout leur façon de présenter leur culture et leur héritage. Il y a une petite tombola aussi, c'était très agréable. Et le buffet est superbe. Donc, un événement très positif pour l'Algérie. Et aussi une occasion de connaître un peu mieux le pays. Généreux sur tous les plans, parce qu'il y avait la culture, évidemment, au centre. Il y a eu aussi l'aspect de la géographie que j'ignorais. J'ai appris que l'Algérie était 4 fois la taille de la France et j'ai appris donc ceci marginalement et c'était un super moment parce que pour moi jusqu'à maintenant j'avais pas d'occasion de partir en Algérie, mais avec ce programme j'étais là-bas et voilà, c'est très bien. Un moment d'échange et de partage salué par toutes, y compris par la présidente du Cercle féminin des Nations Unies à Genève, touchée par la générosité de cette rencontre. Je peux vous confirmer que cette exposition est une réussite sur tous les plans. C'est de loin le meilleur événement que nous ayons réalisé depuis de nombreuses années. Nous avons été gâtés par les savoureux plats algériens et la belle présentation de la joaillerie traditionnelle algérienne. C'était parfait. Entre éclat d'argent et parfum d'épices, l'Algérie a su se raconter autrement. Un matin suspendu, fait de sourires et de découvertes, où la tradition n'était pas une vitrine figée, mais un trait d'union entre les peuples. Et puisque l'on parle d'héritage, revenons chez nous en Algérie, où le mois du patrimoine débute en ce 18 avril, avec un projet à la fois ancré dans l'histoire et tourné vers l'avenir. À Mila, la vieille ville se dévoile sous un nouveau jour. L'association des Amis du Vieux Mila, avec l'appui de chercheurs de Constantine, a lancé une opération de sauvegarde du patrimoine. Il s'agit en fait de numériser les traces du passé grâce à des outils modernes pour mieux les préserver. Un mois du patrimoine avec un virage assumé vers le numérique. Smaïb Mqaidia. Patrimoine d'une valeur inestimable, la vieille ville de Mila fait l'objet d'une restauration à même d'en faire à l'avenir un véritable musée à ciel ouvert. Nous avons programmé pour cette année et donc la numérisation d'autres sites qui ont une valeur historique. D'abord la
première mosquée construite en Algérie, qui est la mosquée de Bouhadjer Dinar. Deuxièmement, les maisons des grands de cette révolution algérienne et de cette vieille ville qui sont Feu Bossouf et Feu Bentobal. Et nous avons ajouté donc quelques sites qui sont historiques et qui représentent quelque chose pour les anciens Bilouviens et même pour les Algériens. L'opération consiste à éliminer toute menace pesant sur le patrimoine, en commençant par l'arrachage des arbres dont les racines endommagent les murs. Elle inclut également la réhabilitation des murs gravement détériorés, ainsi que le pavage des voies avec des pierres taillées. De nombreux sites emblématiques de la ville sont concernés par ces travaux, notamment le site de Sidi Sadoun. Cette opération s'inscrit aussi dans une démarche plus large visant à ouvrir la ville pour en faire un véritable musée à ciel ouvert, reflétant les multiples civilisations qui s'y sont succédées au fil des siècles. Les chercheurs ont mis à profit les nouvelles technologies pour effectuer une numérisation des sites afin de les préserver et d'en faire des thèmes de recherche. On va faire de la photogrammétrie aérotransportée, c'est-à-dire que le drone a une caméra de bonne qualité, on a un programme, on va cercler la ville, c'est une grille, où il y a des photos qui manquent et grâce à ces photos, on a des logiciels de photogrammétrie qui vont interpoler un modèle 3D. Donc il y a un modèle 3D, on a la ville en couleur, on a un nuage de points en couleur, on a une topographie plane précise au centimètre. Les docteurs Tsana, les techniciens et ingénieurs sont chargés de scanner le vieux Mila, mais au sein du vieux Mila, il y a un patrimoine très riche. Même dans la mosquée, c'est des strates d'histoire. C'est des strates d'histoire non connues. D'accord, il y a peut-être l'anté-romain, même préhistorique, numide, il y a le romain, le byzantin et l'ottoman. La fontaine de Ain Bled est l'une des plus anciennes fontaines encore fonctionnelles en Afrique du Nord. C'est quelque chose de très rare. Elle est fonctionnelle, mais on a d'autres projets en relation avec la fontaine, c'est de chercher tout le système hydraulique. La mosquée Sidi Ghanem est considérée comme l'un des monuments les plus importants, notamment parce qu'il s'agit du premier édifice islamique fondé par Abu Muhajir Dinar. Elle serait ainsi le plus ancien monument religieux dans le Maghreb, après la mosquée de Kairouan en Tunisie. Nous disposons de nombreux éléments architecturaux qui suscitent un véritable intérêt. Chapiteaux, colonnes, pavages, niveau de construction, points d'ancrage, tous ces fragments constituent autant d'indices précieux qui nous permettent d'établir un dossier cohérent, étayé par une réflexion scientifique rigoureuse visant à reconstituer et à valoriser ce patrimoine. Les travaux de restauration avancent à un rythme appréciable qui permettra une valorisation de ces vestiges historiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et à demain pour le journal de 19h.